Dans ma famille, j'ai 6 enfants. Ma fille aînée n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Mon deuxième, garçon qui n'est pas studieux, préfère prendre ma succession et s'occuper des chèvres et des yaks. Savez-vous écrire? Non, j'ai oublié. Et pour la lecture? J'ai aussi oublié. Vraiment? Tout oublié? Oui, j'ai tout oublié. J'ai beaucoup d'espoir pour les 4 plus jeunes. J'espère qu'ils iront assez loin dans leurs études. Il faut que les enfants fassent des études s'ils veulent réussir dans leur vie. Tashi Palgor et sa famille sont à un tournant de leur vie. Nous sommes sur les hauts plateaux du Ladakh, au nord-ouest de l'Inde. Même en ces lieux retirés et hors du temps, les traditions millénaires sont remises en question chez les éleveurs nomades. Les peuples nomades ont traversé l'espace et le temps de manière immuable jusqu'à aujourd'hui. Mais les voilà maintenant face à un avenir incertain. La nouvelle génération est très partagée. Certains, comme Tashi Dolma et Sengye, ont la chance et la capacité de faire des études. D'autres, comme Karma, reprendront la suite de leurs parents. Il a laissé passer l'occasion d'un avenir meilleur après 3 ans d'études stériles. Quant à Kelsang Shodon, l'aînée de la fratrie, elle s'est sacrifiée pour seconder sa mère. Pour Tashi Dolma, la cadette âgée de 14 ans, Sengye et 2 de leurs frères et sœurs, tous les espoirs sont permis. Sa famille fait partie des Tibétains exilés en Inde depuis l'invasion chinoise du Tibet en 1950. Tashi Dolma fait des études à 150 km de chez elle, à Choglamsar, tout près de Leh, la capitale du Ladakh. Au cœur de ce village qui compte plus de 3000 Tibétains, les enfants constituent une population à part. Depuis plusieurs années, Tashi Dolma vit dans cette structure qui accueille plus de 1000 écoliers âgés de 4 à 18 ans. Cette institution existe grâce à l'aide internationale. Presque tous les enfants ont un parrain ou une marraine qui vit à l'autre bout du monde. Sur les hauts plateaux, à 5 heures de route de la capitale, le temps semble suspendu. Blotti dans une vallée à 4500 mètres d'altitude, le minuscule campement s'éveille à l'ombre du grand Himalaya. Les bergers nomades démarrent une nouvelle journée consacrée aux animaux. On pourrait leur envier cette vie affranchie du temps et de l'espace, mais ce serait mal en connaître sa dureté.
À Lé, le cadre habituel de Tachidolma, le rythme de vie est bien différent. Le XXIe siècle est arrivé sans crier gare dans cette capitale qui compte aujourd'hui plus de 20 000 habitants. En une génération, les convois de 4x4 ont remplacé les caravanes de yaks. Une révolution à marche forcée avec sa frénésie de construction et de consommation. Au Ladakh, ancien royaume de 60 000 km², la première voie du désenclavement remonte à 1960 pour cause de conflits frontaliers avec la Chine. Les touristes n'y sont apparus qu'en 1974. Ici, on a pris le train de la mondialisation en route. Dès l'aube, Palki Dolma, la première levée, a déjà les mains dans l'eau gelée. À 7 heures, c'est l'heure de la traite. Tashi Palgor, son mari, attache les animaux dans un bel enchevêtrement de cornes. Les troupeaux vont rythmer la journée des bergers. Les charmes de l'Himalaya s'estompent devant la dureté des conditions de vie nomade. Kelsang Chodon est revenue sous la tente familiale après un mariage malheureux. Elle travaille sans relâche aux côtés de sa mère, qui à 55 ans souffre déjà d'épuisement. Levée dès 6 heures, elle s'active avant de déjeuner. Plus la traite est achevée de bonne heure, plus la journée sera profitable pour les bêtes dans les pâturages. Destinée à la confection du beurre et du fromage, la production de lait couvre à peine les besoins de la famille. Vers 8 heures, c'est Karma qui prend le relais. Déjeuner fixé à dos de chèvre, le voilà parti pour un long périple à travers montagnes et vallées. Au programme de la journée, 15 à 20 km pour assurer la nourriture du troupeau de 300 chèvres et moutons, alors que les yaks et les chevaux sont laissés en liberté. À près de 5000 mètres d'altitude, l'herbe est rare et sèche comme de la paille. La rocaille est partout. L'itinéraire change presque tous les jours. Autant de troupeaux, autant de parcours différents pour éviter d'épuiser les sols. Le campement de Samet compte une quinzaine de familles tibétaines exilées ici, à moins de 100 km de leur Tibet natal. À proximité, quelques 20 tentes de bergers Ladakh pas, qui acceptent de partager leur maigre pâturage et point d'eau. Après un an de travail, chaque animal donne 300 à 400 grammes de laine pashmina. Et à la vente, on peut gagner environ 7 €. On ne peut pas tirer grand-chose d'un yak, sauf son lait et l'utiliser pour le bas. D'un mouton non plus, car sa laine n'est pas aussi recherchée que la laine de chèvre. La laine et le lait sont les seuls revenus des nomades. Les meilleures années, la famille peut espérer un revenu d'environ 4 000 € bruts. Dans mon cas, je dois acheter du fourrage pour l'hiver. Pour nourrir mon bétail, j'ai besoin de 2 tonnes de fourrage et de 3 tonnes de grains. C'est ainsi qu'on est obligé de nourrir les bêtes en hiver.
À l'école tibétaine de Choglamsar, une nouvelle journée studieuse débute en plein mois d'août. En Himalaya, les grandes vacances ont lieu en hiver à cause du froid. On fait le tour du Grand Chorten, symbole de l'élévation spirituelle bouddhiste, ou tourner le grand moulin à prière sur le chemin de l'école. Debout dès 6 heures, petits et grands ont un emploi du temps chargé. La journée commence par une heure d'étude. Pour les plus jeunes, elle démarre par la prière. Le bouddhisme imprègne toutes les pensées et les actes au quotidien. Avant le début des cours, les écoliers font eux-mêmes le ménage. Très jeunes, ils apprennent déjà les tâches du quotidien. Tashi Dolma fait partie des élèves très motivés, qui espèrent mener une vie meilleure, moins rude que celle de leurs parents. Mais fille de berger, elle manque de conseils et de repères, comme le constate une des responsables de l'école. Il y a beaucoup de différences entre les enfants des villages de réfugiés ici et ceux des camps des Changtang. La principale différence, c'est que les parents n'ont jamais été à l'école. Aussi, ils ne peuvent pas guider leurs enfants comme il le faudrait. Ils ne peuvent pas surveiller leur éducation. Les enfants qui viennent des Changtang retournent 2 fois chez eux, pour les vacances d'été et pour les longues vacances d'hiver. Aussi, la plupart du temps, ils restent à l'école du village. Ils sont loin de leurs parents. Et bien sûr, les enfants ont besoin de parents près d'eux. C'est important. C'est un gros problème pour eux. Dans cette classe, les cours sont dispensés en anglais, une langue que les enfants maîtrisent déjà. Même les technologies modernes ne sont pas étrangères à Tashi Dolma. Comme ses camarades, elle sait utiliser un ordinateur. 2 fois par semaine, les écoliers ont cours d'informatique. Avec ses nouvelles connaissances, Tashi Dolma est mieux armée que ses parents pour changer de vie et évoluer dans la société moderne. Aujourd'hui, c'est jour de fête pour la communauté tibétaine, ainsi que pour les Ladakpa qui arborent leurs plus beaux atours traditionnels et les katas de bienvenue. Sa sainteté le Dalai Lama vient en personne dispenser des enseignements de sagesse comme il le fait partout à travers le monde. Le prix Nobel de la paix représente l'absolu pour les Tibétains, dont il est le chef spirituel. Il vit exilé en Inde depuis 1959, tout comme 180 000 de ses compatriotes. La famille de Tashi Palgor, comme la plupart des nomades, va s'imprégner des paroles de son guide. On converge de tout le Ladakh, en voiture ou en bus spécialement affrétés. Certains sont partis au milieu de la nuit pour ne pas manquer ce rendez-vous.
Durant 3 jours, jusqu'à 30 000 fidèles vont se presser pour recueillir son enseignement. Le Dalai Lama délivre un message de paix et de vérité, dans le respect de la transmission de maître à disciple depuis l'illumination du Bouddha il y a 2500 ans. So if the Buddha were, so we are, there is possibility for us to become enlightened. If the Buddha were, right, someone who has, who is free from the afflictions and all the faults right from the beginning. Revenu dans les Changtang, la vie des bergers reprend son cours. La traite achevée et les bêtes retournées au pâturage, Palki Dolma va s'occuper de son foyer. Elle allume le feu dans un modeste fourneau, une simple boîte en métal alimentée de broussailles et de bousses de yak. Dans un coin, en complément, un réchaud à gaz représente un véritable progrès. Palki Dolma va transformer le lait, nourriture de base, en yaourt, fromage sec et bien sûr en beurre. Le beurre est battu longuement dans une outre en peau de chèvre et nécessite beaucoup d'énergie. Elle travaille dans des conditions très rudimentaires, assise à même le sol caillouteux, à peine protégée par un tapis. À proximité, sous un soleil de plomb, Kelsang Chodon s'attelle à une lessive près d'un maigre cours d'eau souvent à sec qui traverse le campement. Dans ce pays, l'hiver est terrible avec la neige et le froid. La plus grande difficulté pour les nomades, c'est l'hiver. Du mois de décembre au mois de mai, à cause des tempêtes et des mauvais pâturages. Les hommes et les bêtes peuvent être décimés. Tout est difficulté dans la vie des nomades. Sans arrêt, il faut changer de campement pour renouveler les pâturages. Parmi toutes les colonies de réfugiés, les nomades ont la plus dure existence. Palki Dolma confectionne la provision de chapati pour la journée. Galettes de pain sans sel ni levain. Lorsque sa fille surveille les troupeaux dans la montagne, elle doit s'occuper seule des travaux ménagers. Réservée, toute son énergie est tournée vers l'essentiel. Ce n'est qu'une fois les tâches vitales accomplies qu'elle sacrifie aux religieux. Renouveler les coupes d'eau lustrales sur l'autel à Bouddha et ranimer la flamme de ses croyances. Elle peut enfin se consacrer quelques minutes et refaire ses nattes rallongées de mèches naturelles à la tibétaine. Dans ce lointain Changtang, avant, il n'y avait pas de voiture, de capteurs solaires, de réchaud à gaz. Aujourd'hui, on peut dire que la vie des nomades s'est un peu améliorée.
Maintenant, nous avons des voitures, des réchauds à gaz et des capteurs solaires. Comme le monde va de plus en plus vite, les nomades aussi utilisent des véhicules, d'occasion bien sûr, pour se faciliter la vie. Depuis une dizaine d'années, la technologie a fait son apparition. Des biens matériels qui viennent faciliter le quotidien lorsque les familles en ont les moyens. Les capteurs solaires leur permettent de s'éclairer, alors qu'avant, ils utilisaient sous la tente une nauséabonde lampe à pétrole fumeuse, source de maladies pulmonaires. Quant à la voiture, Palki Dolma, qui a le sens pratique, en a fait un séchoir à fromage. À Choglamsar, dès 16 h, c'est la fin des cours. Tashi Dolma regagne son logis. Un quartier pour quelques 300 pensionnaires. Une vingtaine de maisonnettes se nichent dans la nature, là où il n'y avait que des aires de pierre il y a 30 ans. Chacune abrite une quinzaine d'enfants de 5 à 15 ans, placés sous la direction de Lamala, leur deuxième mère. Leurs sacs et leurs uniformes à peine déposés, les écoliers passent aux travaux ménagers. Pas de personnel d'entretien ici. Du haut de ses 14 ans, Tashi Dolma dirige les plus petits. Ainsi, les grands développent déjà leur sens des responsabilités. Bien qu'à l'étroit, on entretient des parterres de fleurs et même des carrés de légumes qui viendront améliorer l'ordinaire. Si le repas de midi est pris à la cantine, celui du soir se prend chez soi. Repas qu'ils font eux-mêmes. Ce soir, Tashi Dolma est de service. Avant de manger, on n'oublie pas la prière d'offrande aux divinités. À 18 h, l'estomac rempli, on se replonge dans les études. C'est l'heure des devoirs. En l'absence de la mère, c'est Lobsang, l'aîné de la maison, qui se charge avec conviction de la surveillance. Dans ces villages d'enfants modèles, petits et grands s'épanouissent dans un contexte d'entraide de tous les instants. Les Tibétains pratiquent d'ailleurs une pédagogie éprouvée, la méthode Montessori. Aujourd'hui, c'est un jour de commémoration. Il y a 50 ans que les Tibétains sont réfugiés en Inde. En 1959, des dizaines de milliers de Tibétains fuyaient les troupes chinoises en direction du Népal et de l'Inde. C'est le début de l'exil. Beaucoup y ont laissé la vie. Un choc terrible pour ce peuple qui a longtemps vécu en autarcie, isolé du reste du monde.
Près de 200 000 Tibétains sont aujourd'hui disséminés en Inde et à travers le monde, sans grand espoir de retour. Le drapeau national est arboré avec d'autant plus de fierté qu'il est interdit au Tibet. La cérémonie s'achève par un vibrant hommage à l'Inde pour son indéfectible capacité d'accueil depuis un demi-siècle. Pendant ce temps, au campement, vers la fin de l'été, se déroule une importante puja. 2 semaines durant, le quotidien sera rythmé par les appels aux divinités. Les moulins à prière vont tourner à l'infini, rompant la monotonie habituelle. Les femmes Ladakpa ressortent à cette occasion la perak, lourde coiffe reptilienne sertie de turquoise, corail, ambre et argent. Trésor qu'on se transmet de mère à fille. La famille de Tashi Palgor est bien évidemment parmi les fidèles. On consacre 3 à 4 heures quotidiennes à la prière tout en prenant le thé. Une puja qui permet aux 2 communautés Ladakpa et tibétaines de se retrouver dans leur foi commune. Tout au fond du modeste chapiteau, quelques jeunes moines dirigent la puja. Le dernier jour, la présence d'un Rinpoché, très précieux maître en tibétain, venu d'un lointain monastère, est une véritable bénédiction pour la population. Début septembre, le court été himalayen tire déjà à sa fin. Les nomades lèvent le camp, comme ils le font 7 ou 8 fois par an, à la recherche de nouveaux pâturages. Le démontage des tentes est rapide. Leurs maigres biens matériels sont vite rassemblés et tiennent dans le véhicule qui ne roule qu'en cas de nécessité. Le prix de l'essence est pour eux dissuasif. Les yaks, autrefois indispensables pour le transport, sont maintenant réduits au chômage. Les bergers ne vont jamais très loin, 30 à 40 km tout au plus selon un parcours annuel cyclique.
Dans 2 jours, ils trouveront une nouvelle terre d'accueil pour leur bétail, leur unique richesse constamment au centre de leurs préoccupations. Six mois ont passé. De retour en hiver, que sont-ils devenus? Nous nous apprêtons à affronter les rigueurs de l'Himalaya alors que nous survolons ces chaînes enneigées. L'avion est le seul moyen de communication. Les 2 routes d'accès au Ladakh sont closes pour 5 mois. Hiver sans neige pour l'instant. Le pays est très aride, mais le froid est vif en ce début décembre. Au village d'enfants de Choglamsar, ce qu'on faisait par jeu l'été dernier devient corvée l'hiver. Heureusement, le soleil se montre généreux. L'heure des grandes vacances approche. Aussi, on lessive, on nettoie, on repeint tous azimuts. Début décembre marque la fin de l'année scolaire. 3 mois de repos avant de redémarrer en mars. On n'a pas les moyens de chauffer les classes alors que la température avoisine les moins 10 degrés. Dans ces conditions, on ferme les écoles. Dans la maison de Tashidolma, c'est également le grand nettoyage d'hiver avant fermeture. Les enfants s'activent joyeusement. La proximité des vacances n'y est sans doute pas pour rien. Des vacances au cours desquelles ils retrouveront leurs parents que beaucoup n'ont pas vus depuis 6 mois. Mais avant d'être libérés, les écoliers doivent encore passer l'examen final qui va en grande partie conditionner leur passage en classe supérieure. Le soleil au rendez-vous, c'est dans la cour qu'on va travailler, car il fait moins froid qu'à l'intérieur. C'est aujourd'hui que les enfants des hauts plateaux rentrent chez eux. Ils soignent leur dernière toilette faite dans des conditions climatiques acceptables. Là-haut, par des températures polaires, cela relèvera du défi. Ils ne regagnent leur campement que 2 fois par an. Cette rupture familiale dès l'âge de 6 ans n'est pas toujours bien vécue.
Le trajet se fait en autobus. 5 ou 6 heures pour un parcours de 160 km. Un arrêt forcé à plus de 4500 mètres pour cause de travaux d'élargissement routier. Les conditions climatiques nécessitent un entretien permanent. Puis c'est le franchissement du col à 5300 mètres, le Taglongla, le deuxième plus haut col carrossable du monde. C'est une chance qu'il ne soit pas encore obstrué par la neige. Éparpillés en plusieurs campements difficiles à repérer, ce ne sera qu'à la nuit que les plus chanceux retrouveront leur famille. Tashi Dolma, elle, ne retrouvera ses parents que le lendemain, en train d'emménager sur de nouveaux pâturages au bord du Tsokar, un lac à plus de 4600 mètres. Hiver comme été, on vit sous la tente. Nous arrivons à la période tant redoutée des bergers. Hiver terrible, même pour eux, car on ne s'habitue pas au froid permanent. Moins 10 degrés le jour, moins 30 degrés à moins 35 degrés la nuit, 3 à 4 mois durant. Pour finir, Tashi Palgor installe le mât de drapeau de prière. Les démons sont vaincus, les dieux sont vainqueurs, clame-t-il pour obtenir les faveurs des divinités. Dans le même temps, il faut encore et toujours s'occuper des animaux. En hiver, il n'y a que les yaks à traire. Chèvres et brebis ne donnent presque plus de lait à cause de la mauvaise qualité et de la rareté de la végétation. De plus, il y a de nombreux petits à nourrir. Moins de travail, certes, mais aussi beaucoup moins de lait pourtant indispensable à leur équilibre alimentaire. L'aridité des Changtang et le froid expliquent l'absence de neige dont les bergers se passent aisément. Enfin, la famille, presque au complet, se retrouve sous la tente autour d'un repas d'accueil. Tashi Dolma et Sanguié, son frère aîné, séparés pendant l'année scolaire, se retrouvent. Ils ont bien des choses à raconter à leurs parents. Kelsang Chodon écoute tout en préparant les chapatis. À table, la viande de yak est largement consommée l'hiver en l'absence de légumes verts. Palki Dolma baratte le gourgour chai, l'habituel thé tibétain additionné de beurre et de sel. On en consomme plusieurs dizaines de tasses quotidiennes. Le riz mis à part, la nourriture tibétaine de base reste la traditionnelle tsampa, de la farine d'orge grillée consommée avec du thé. L'été, on stocke des bousses de yak dans l'enclos des animaux. L'hiver arrivé, il faut libérer l'espace.
Les réserves sont impressionnantes, mais elles ne seront pas de trop pour les mois d'hiver, car il n'y a pas d'autre combustible pour se chauffer. L'hiver, ce sont les hommes qui se chargent de la corvée d'eau. Le Tsokar, d'un bleu limpide l'été, est gelé sur près d'1 mètre. Une glace qu'il va falloir faire fondre, puis chauffer, alors que le combustible est si précieux. Le lac attire les animaux sauvages, les oiseaux bien sûr, mais aussi des kiangs, sortes d'ânes chevaux, des loups et même des léopards des neiges, une espèce de plus en plus rare. Ce matin, Tashi Palgor a trouvé un chevreau mort de froid pendant la nuit. Les moins 30 degrés ont été dépassés. Malgré la protection du troupeau, agglutiné dans l'enclos, il arrive qu'un animal meure de froid. Pour les bergers, c'est une lourde perte. Leur survie en dépend. Il finit sous la dent des chiens qui, la nuit, veillent sur les troupeaux menacés par les loups et les léopards des neiges affamés. Les chiens occupés ailleurs, des chèvres en profitent pour finir leurs gamelles délaissées. Ici, toute nourriture est très convoitée. Le froid règne. Il gèle jour et nuit, à l'extérieur comme à l'intérieur. En hiver, la vie des éleveurs devient survie. Les troupeaux sont de retour. Ils ont encore parcouru une vingtaine de kilomètres pour une bien maigre pitance. Inutile de traire les bêtes dans ces conditions. Entassées, c'est ainsi qu'elles supporteront mieux le froid polaire nocturne. C'est d'ailleurs en hiver que les chèvres prennent de la valeur, en se couvrant du fin duvet pashmina, la mythique laine soyeuse connue sous le nom de cachemire, principale source de revenus de la communauté. Le froid n'a pas que des inconvénients. Une interminable nuit tombe sur les Changtang. Le danger rôde, mais les chiens veillent. Curieusement, le thermomètre est remonté durant la nuit. Le ciel est couvert. La neige s'est invitée. La tente familiale bondée, Karma a passé la nuit à la belle étoile. Le réveil est difficile, humide. Good morning. Good morning. Plus que le froid, c'est justement la neige que les bergers redoutent le plus. Si elle est abondante, les troupeaux seront décimés, ils mourront de faim, incapables d'aller chercher leur nourriture sous la surface gelée. Heureusement, il a peu neigé. Les bergers sont déjà en route pour une nouvelle et longue journée en quête de rares herbages. La neige va fondre rapidement sous le soleil. Douceur toute relative dont profitent les enfants pour jouer au cricket. Il faut dire que c'est le sport roi en Inde, sans doute le plus haut terrain de jeu au monde. Aujourd'hui, avec le redout, on va même pouvoir collecter de l'eau courante après avoir cassé la carapace de glace. Véritable lieu de rencontre, le point d'eau est situé à plus d'1 kilomètre du camp.
Tashi Dolma et Sanguier y prennent part. Dans ce milieu hostile, l'entraide est vitale. Réunis pour quelques semaines, Kelsang Chodon et sa sœur sont promises à un avenir bien différent. Sous la tente, la température est négative en dehors du périmètre du foyer. Palki Dolma ranime une fois de plus la flamme de l'éveil sur l'autel, où trône toujours Bouddha et bien sûr une photo du Dalai Lama. Les bergers de la génération de Tashi Palgor sont nés nomades. Nomades, ils finiront leur vie. Karma sera le seul à assurer la relève, car Kelsang Chodon vient de trouver un modeste emploi de vendeuse à lait. Pour les 4 plus jeunes, à l'image de ceux qui ont la possibilité de faire des études, aucun ne souhaite vivre une existence nomade. Tashi Dolma envisage déjà une carrière d'infirmière. Karma sera un berger différent de ses parents. S'il ne sait ni lire ni écrire, la mécanique n'a plus de secret pour lui. Il sait utiliser les outils modernes. Le monde va de plus en plus vite. Un emballement qui désoriente les anciens et donne le tournis au bétail qui perd le contact avec le plancher des yaks. Les traditions qui jusqu'à nos jours se maintenaient sans heurts, en accord avec les lois de la nature, vivent une véritable mutation pour ne pas disparaître. Pour Tashi Palgor et les siens, la modernité n'est pas un vain mot, elle améliore leur quotidien. Ce confort comprend un risque, celui de leur faire perdre leur identité, leurs valeurs humaines, leur sens de l'hospitalité, quand le mythe nomade s'efface devant la réalité.